Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un décryptage fascinant, le monde du quantique. Ça sonne souvent comme de la science-fiction, mais là, on va voir très concrètement comment une entreprise, IonQ, essaie de transformer cette théorie complètement dingue en un véritable empire commercial. On va croiser technologie vertigineuse et réalité financière. Au menu de notre analyse, on commence par démystifier le quantique, puis on se penche sur l'avantage d'IonQ avec ses ions piégés. Ensuite, on regardera les performances pures, la fameuse course au qubit, et on passera en revue la santé financière de l'entreprise au peigne fin, et on terminera sur la concurrence et les risques de marché. Le programme est bien chargé, alors on y va. Et pour se mettre dans le bain, j'adore cette citation du grand physicien Richard Feynman, qui disait « Personne ne comprend vraiment la mécanique quantique ». Voilà, donc la pression redescend d'un coup, même les génies absolus galèrent à appréhender de façon purement intuitive le quantique. L'idée aujourd'hui, ce n'est pas de finir en docteur de la physique, mais juste de capter la mécanique de base. Le vrai basculement, c'est le passage du bit classique au fameux qubit. En gros, un bit d'ordinateur normal, c'est super binaire. C'est 1 ou 0, exactement comme un interrupteur. Mais le qubit quantique, lui, a le super pouvoir d'exister dans absolument toutes les combinaisons possibles, de 1 et de 0 en même temps, et ce jusqu'au moment exact où on le mesure. Pour bien comprendre l'ampleur du truc, prenons l'exemple de 300 pièces qu'on lance à pile ou face. On obtient 2 puissance 300 combinaisons possibles. C'est énorme. Ça donne un résultat possible carrément astronomique. Un ordinateur classique mettrait littéralement plus de temps que l'éternité pour trouver une combinaison précise. Mais avec l'intrication quantique, où plusieurs qubits se lient pour agir ensemble, on transforme une tâche qui est mathématiquement impossible en un calcul qui est tout à fait faisable. Et le gain de puissance donne carrément le vertige. On passe à la deuxième partie, l'avantage des ions d'IonQ, ou ce qu'on pourrait appeler les qubits de la nature. On va voir comment IonQ a choisi de construire son matériel et de se différencier. Ils ont opté pour une technique qu'on appelle les ions piégés, qui sont plus stables, qui permettent d'avoir plus de cohérence quantique prolongée, qui sont plus précis, on va le voir, avec, par opposition avec les autres techniques, et qui peuvent fonctionner à une température ambiante qui est moins basse que ce que proposent les autres technologies. Donc, pour bien comprendre, dans le quantique, en fait, il y a deux écoles dans l'industrie en ce moment. D'un côté, on a IonQ avec ses fameux ions piégés. Ça offre une fidélité qubit incroyable et ça reste beaucoup plus stable plus longtemps. Cerise sur le gâteau, la machine en elle-même tourne à une température ambiante. On a juste besoin de laser pour refroidir les ions. Et de l'autre côté, on a l'approche des supraconducteurs, celle des géants de la tech tels que IBM, Google, Rigetti. C'est plus rapide pour certaines opérations, mais ça oblige à enfermer le processeur dans des frigos géants proches du zéro absolu. C'est clairement pas la même logistique. Donc on peut faire le parallèle entre un sniper et un fusil à pompe. En réalité, la différence entre IonQ et les géants du supraconducteur se résume presque dans une image très simple. Les supraconducteurs, c'est le fusil à pompe. Ça tire vite, très vite, beaucoup de qubits, beaucoup de tentatives, mais avec moins de précision. IonQ, c'est le sniper. Moins de tirs, chaque tir compte, chaque qubit est plus stable, plus fidèle, plus précis. L'objectif n'est pas de tirer partout, l'objectif c'est de toucher juste. Et dans le quantique, cette différence peut tout changer, parce qu'un million de qubits inutiles vaut moins que quelques milliers de qubits réellement exploitables. Et c'est là qu'IonQ a joué un coup de maître stratégique en rachetant Oxford Ionics. Ça leur assure une fidélité de presque 99,99%, ce qui est le top du marché actuel. Mais surtout, ça leur permet de remplacer ces gros lasers encombrants par contrôle électronique des qubits. Résultat, l'architecture commence à se comporter beaucoup plus comme nos semi-conducteurs classiques. Et ça, c'est un atout énorme pour pouvoir un jour produire la technologie en masse. Donc IonQ, en rachetant Oxford Ionics, s'est positionné pour pouvoir construire des ordinateurs quantiques en masse et à grande échelle. Oxford Ionics n'est pas le seul rachat d'IonQ. Et c'est ici que la vidéo devient encore plus intéressante parce que IonQ ne veut pas seulement construire un ordinateur quantique, ils veulent contrôler toute la chaîne de valeur du silicium jusqu'à l'espace, le fameux one-stop shop quantique. Pour s'en rendre compte, regardons la stack d'IonQ. Ils ont acheté SkyWater, donc pour la fabrication, la fonderie, le contrôle industriel.
Ils ont racheté Oxford Ionics, qu'on a mentionné tout à l'heure pour le hardware. Ils ont également dans leur portfolio LightSync, les interconnexions photoniques. Ils ont aussi vecteurs atomiques, les capteurs quantiques, les horloges atomiques, la navigation PNT. Ils ont également Capella Space, les applications spatiales, les satellites radars et potentiellement la sécurité quantique orbitale. Donc, ce que IonQ est en train de construire, c'est une intégration verticale complète de la fabrication de puces jusqu'aux applications spatiales en créant un écosystème technologique unique dans l'industrie quantique. Autrement dit, IonQ essaie de devenir à la fois Intel, Nvidia, Lockheed Martin du quantique. Si l'intégration fonctionne, le moat peut devenir gigantesque. IonQ construit un avantage concurrentiel défendable en contrôlant chaque maillon de la chaîne de valeur du quantique. Une fois plus rapide, c'est l'avance qu'IonQ prend quand on lance un algorithme d'optimisation hyper complexe appelé le QAOA, Quantum Approximate Optimization Algorithm. IonQ annonce des résultats impressionnants sur cet algorithme clé pour l'optimisation combinatoire. Donc le système trouve la meilleure réponse beaucoup plus vite que les méthodes concurrentes. Pourquoi? Parce que leur architecture a besoin de beaucoup moins d'essais expérimentaux, c'est extrêmement précis, ça tape dans le mille directement. Et l'écart devient carrément abyssal avec une autre sous-routine clé, la transformation de Fourier quantique. Là, ça tourne 1000 fois plus vite. C'est le cœur battant de la cryptographie quantique. Avec une vitesse pareille, IonQ prouve sa capacité à trouver l'aiguille cachée dans une botte de foin algorithmique géante. Mais pour rester objectif, regardons aussi là où ça coince. IonQ a été environ 3 fois plus lent sur certains algorithmes variationnels spécifiques utilisés pour modéliser les molécules. Donc ça, c'est la différence entre les fast lock et les slow lock. Je l'avais indiqué dans ma vidéo sur les gagnants du quantique. Je vous invite à aller la voir, où j'explique la différence entre les deux modèles d'architecture. Donc, en réalité, aucune architecture n'est parfaite, aucune technologie n'est magique pour tous les problèmes. Donc, aujourd'hui, on est encore dans la course, aucun standard n'a vraiment gagné, mais on voit une différence de vitesse entre les différents algorithmes, mais également une différence de précision. Maintenant, parlons du vrai nerf de la guerre, la course au qubit. IonQ vise 256 qubits. L'objectif affiché, près de 1000 rapidement, puis plusieurs dizaines de milliers, et à horizon 2030, tenez-vous bien, 2 millions de qubits physiques. Oui, 2 millions, c'est gigantesque. Face à eux, on a IBM, on a Google, Quantinuum, Rigetti, ont aussi leur propre roadmap, mais attention, le vrai sujet, ce n'est pas les qubits physiques, mais les qubits logiques. Je l'ai abordé dans ma vidéo sur le quantum washing, je vous invite également à aller la voir, mais il y a une différence entre les qubits physiques et les qubits logiques. Ce sont les qubits logiques qui permettent un calcul réel utile. Annoncer des millions de qubits ne sert à rien si la correction d'erreur ne suit pas. Et c'est précisément là que la promesse devient un vrai pari. On peut mentionner également à ce stade que IonQ a été sélectionné par le DARPA pour leur programme de mise en réseau d'ordinateurs quantiques. Donc, il y a des institutions sérieuses qui croient aux promesses affichées et aux objectifs affichés par IonQ. Maintenant, on va s'intéresser à un élément très important quand on analyse une entreprise, c'est le management. Donc, derrière le pari fou d'IonQ d'atteindre les 2 millions de qubits en 2030, il y a un homme, il s'appelle Niccolò De Masi. Et là, ça mérite une réflexion, parce que ce n'est pas un scientifique quantique, c'est un ancien patron de SPAC qui a introduit IonQ en bourse, donc c'est pas vraiment un scientifique, c'est plutôt un financier. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans le conseil d'administration, on a un mix académique, des gens qui viennent du MIT, de Duke, de la finance, de la tech, des anciens cadres de Microsoft, d'IBM, Search. Donc, on a quand même, au-delà de l'aspect financier, aussi des techniciens qui sont dans le conseil d'administration de l'entreprise. Donc, sur le management, on a deux scénarios. On a le bull case, c'est-à-dire le manager est un financier, excellent allocateur de capital, il sait lever du capital, il sait acheter, il sait structurer, il sait faire grandir. Mais on a aussi le revers de la médaille. Il sait surtout vendre une histoire en investissement et ça change tout. Parce que ça signifie, IonQ étant une entreprise qui est en développement, il aura besoin de lever des capitaux et qui dit lever des capitaux dit dilution des actionnaires. Il est également entouré d'un certain Chris Monroe qui reste le garant scientifique d'IonQ. Mais la vraie question qu'on peut se poser, est-ce qu'on a affaire à une équipe brillante ou à une machine sophistiquée à dilution? Passons maintenant à la santé financière et aux valorisations.
le moment où le potentiel technologique rencontre la brutalité des marchés. Donc, sans surprise, hein, le bénéfice par action de IonQ est dans le rouge, mais c'est logique. On est dans une entreprise qui a de la R&D massive, des coûts opérationnels énormes, des acquisitions agressives. On l'a vu avec les différentes stacks qu'ils ont intégrées depuis plusieurs années. La boîte est 100% financée par le Contic. On n'a pas d'autres activités à côté, comme c'est le cas d'IBM ou de Google, et donc ça brûle énormément de cash. Mais l'entreprise possède un vrai trésor de guerre. 3 milliards de dollars de liquidités. Concrètement, ça représente environ 7 années de visibilité opérationnelle. Donc, c'est un coussin de sécurité énorme. Il y a aussi un autre point important, le vrai signal, c'est pas vraiment la croissance, mais c'est qui paye quoi à IonQ. Et ça, on observe un shift depuis 2022 sur la typologie de clients d'IonQ, et ça, c'est quelque chose qui est vraiment très important à comprendre pour un investisseur. Donc, avant, IonQ dépendait massivement du gouvernement et du monde académique. Aujourd'hui, leur dernier earnings, donc qui date de 2026, montre que le commercial devient dominant. Et ça change tout. Parce qu'un labo public n'achète pas comme AstraZeneca, Hyundai, Airbus, General Electric, etc. Et c'est là qu'on parle de ROI, on parle de contrats industriels, on parle de contrats avec des institutions. D'ailleurs, j'en profite pour glisser au passage que IonQ est détenu à plus de 50%, en tout cas 60% par là, par des institutions. Donc, pour en revenir au modèle d'affaires, donc ils ont des contrats industriels et IonQ sort du laboratoire, entre dans les entreprises et ça, c'est probablement le meilleur argument bull. Ils ont des clients, donc que je mentionnais tout à l'heure, comme AstraZeneca, on a Hyundai, on a Airbus, on a General Electric, on a AWS qui propose la puissance de calcul d'IonQ via AWS Braket, on a Azure via Azure Quantum, et on a également Google Cloud qui propose la puissance de calcul d'IonQ. Donc IonQ, comme je le disais, sort vraiment du laboratoire pour rentrer dans l'industrie commerciale. Donc, ils ont également des projections de revenus vraiment incroyables. Donc, pour l'instant, au niveau de la réalisation, on suit une courbe croissante. Ils ont des guidance aussi qui sont assez bullish. Mais en tout cas, aujourd'hui, IonQ se projette sur un chiffre d'affaires qui pourrait atteindre le milliard d'ici 2030. Côté bourse, le sentiment de marché, il y a quand même un consensus d'achat fort, majoritairement positif de la part des analystes. Les investisseurs particuliers, il y a également un engouement qui est très important et la couverture médiatique est encourageante. On a des objectifs de cours qui peuvent aller jusqu'à 100 dollars, comme c'est le cas, par exemple, de Rosbalt Securities. Donc, il y a des entreprises, des analystes qui voient le cours d'IonQ monter jusqu'à 100 dollars. Et la capture d'écran que je vous montre ici, elle date d'il y a 5 jours, donc ce sont des projections de cours qui sont plutôt récentes. Maintenant, on va attaquer le sujet de la valorisation. Donc ça, c'est un sujet qui est important parce que les valorisations dans le quantique, elles sont complètement hors sol. Je l'ai abordé dans ma vidéo sur les valorisations du quantique. Vous pouvez aller la voir pour comprendre comment je détaille ces différentes valorisations. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, IonQ est valorisé à 21 milliards de dollars pour une entreprise qui n'est pas rentable. Bien évidemment, ses revenus, comme on a pu le voir, augmentent d'année en année, mais la capitalisation boursière, elle reste quand même extrêmement élevée comparée à ce que IonQ délivre aujourd'hui. On a presque 95 fois un ratio prix-vente, donc ça c'est extrêmement élevé comme je l'indiquais tout à l'heure. Donc aujourd'hui, on peut dire que le marché paye l'optimiste et surtout il paye l'exécution future. Donc comme on l'a vu, je reviens rapidement dessus parce que je suis passé un peu vite sur ce sujet, c'est que le marché, comme je disais, il valorise l'exécution future. Il se projette déjà très très en amont sur le fait que la technologie quantique sera viable et qu'on aura vraiment un marché, on aura des applications industrielles massives et que IonQ va sortir gagnant de cette course à l'ordinateur quantique. Donc aujourd'hui, le marché est très optimiste sur ce titre, donc il faut faire attention aux potentielles déceptions. Ils ont quand même une croissance folle. On a 755% en un an. Le carnet de commandes, ce qu'on appelle le RPO, est à 470 millions de dollars, soit 3,6 fois le chiffre d'affaires annuel. Donc ça, on peut dire que c'est de la visibilité. Mais la perte est colossale en valeur absolue. On a 510 millions sur l'année 2025. Le management
ne projette aucun EBITDA positif avant 2030 au mieux, et la valorisation est presque 95 fois les ventes. Donc, pour comparaison, Nvidia, l'entreprise la plus profitable de la tech, c'est autour de 28 fois. Donc, il faut mettre tout cela en perspective. Heureusement qu'ils ont une trésorerie solide, donc les 3 milliards qu'on évoquait avant, qui leur permettent de tenir au moins 7 ans au rythme de burn actuel. Cependant, tout n'est pas négatif, donc ils ont aussi des points forts, ce qu'on a évoqué au début de cette vidéo. Ils ont également un autre moteur commercial qu'on appelle le Quantum as a Service. Donc IonQ loue ses capacités quantiques à des grands acteurs tels que AWS, donc d'Amazon, Microsoft, Google Cloud. Donc ils ont rendu la recherche pure accessible. Et ça change tout. Donc ça leur donne un modèle économique qui réduit les barrières à l'entrée et accélère l'adoption commerciale. Donc, maintenant, on va passer à la partie concurrence. IonQ ne se bat pas seul. Il fait face à une grosse concurrence, parmi lesquelles on peut citer Quantinuum, on peut citer D-Wave, Rigetti, IBM, Google, donc des mastodontes qui ont beaucoup de cash, des ressources quasiment infinies. Donc, la lutte pour s'imposer sur le standard technologique est assez féroce. Donc, quand on regarde cette cartographie du paysage concurrentiel, on voit qu'il y a des gros noms qui sortent, comme je l'indiquais. Mais ce qu'on peut dire, c'est que sur la technologie des ions piégés, IonQ a quand même un gros avantage. La seule entreprise qui les concurrence là-dessus, c'est Quantinuum. Donc, il y a le concurrent direct sur la partie ions piégés, qui est évalué à des dizaines de milliards de dollars. C'est une entreprise qui est non cotée, mais la cotation arrive bientôt. Donc, ça fait que IonQ est aujourd'hui le seul véhicule d'investissement public pour s'exposer à cette architecture. Pour autant, comme je le disais, il y a d'autres technologies aussi qui sont dans la course, qui offrent d'autres avantages et qui pourraient peut-être dans le futur disrupter la technologie des ions piégés. On a également des gros mastodontes comme IBM et Google qui, eux, commencent aussi à jouer sur différents tableaux technologiques. Donc, l'avantage concurrentiel d'IonQ pourrait s'éroder avec le temps. Et en parlant de la partie concurrence, il y a Morningstar qui calme un peu le jeu. Leur lecture, c'est que IonQ, pour l'instant, n'a pas de véritable moat. Donc, leur analyse tempère vraiment l'enthousiasme du marché. Pour eux, c'est une technologie qui est encore en développement, un avantage concurrentiel non prouvé, un marché trop jeune pour établir une domination, mais une santé financière solide, reconnue grâce à au fameux trésor de guerre, cette trésorerie importante qui permet à IonQ de voir venir, comme on dit. Donc, il y a cependant des risques majeurs à garder en tête pour tout investisseur. On a la valorisation hyper tendue, on a la dilution actionnariale qui est nécessaire quand on veut lever des capitaux, on a la concurrence qui est féroce avec des géants technologiques qui sont bien financés, on a un saut technologique d'un concurrent, donc c'est-à-dire quelqu'un, on va dire une percée d'une architecture rivale qui rend les ions piégés obsolètes, et bien évidemment, on a une obsolescence possible, c'est-à-dire que on se rend compte que les ions piégés sont dépassés et qu'il y a tout simplement une autre technologie qui a pris le pas, qui offre à la fois la précision et la vitesse. La question finale, c'est est-ce que les rachats stratégiques d'IonQ, son avance technologique, suffiront à en faire le roi incontesté du quantique, du moins avant que l'horloge des 7 ans de trésorerie ne tombe à zéro. La question, elle reste ouverte. Est-ce que ce génie, on va dire, de l'ingénierie, mais également des rachats, finira par triompher sur la froideur du bilan comptable qui est sans appel, parce qu'aujourd'hui, IonQ reste toujours une entreprise qui n'est pas profitable. Donc, c'est le grand enjeu pour eux pour les années à venir, c'est-à-dire ne pas brûler toutes les réserves de cash, arriver à générer assez de bénéfices, assez de revenus pour pouvoir tenir dans la durée, financer les acquisitions et financer leur croissance. La conclusion, est-ce que IonQ est une entreprise à détenir en portefeuille? Pour ma part, oui. Donc ça, c'est pas un conseil en investissement, c'est un choix personnel, parce que je pense que cette entreprise, notamment du fait de son intégration verticale qu'elle est en train de construire, est une entreprise intéressante à porter en portefeuille. Par contre, il faut faire attention à l'allocation, parce que comme on a pu le voir, les ratios sont complètement fous. La concurrence est féroce. Pour l'instant, il n'y a pas de standard qui domine dans le secteur. Donc, IonQ peut très bien se faire disrupter. Et donc, ils vont rester très prudents quand on achète une telle entreprise. Pour autant, elle a des réels arguments à mettre sur la table. Pour la prochaine vidéo, je vous propose d'analyser Rigetti Computing, un autre pure player du quantique qui est coté, qui joue plutôt dans la catégorie de l'architecture supraconductrice, différente de l'approche d'IonQ, plus petite capitalisation, donc plus risquée, encore plus spéculative, mais avec d'autres avantages qu'on détaillera dans la vidéo qui va sortir la semaine prochaine. Quant à moi, je vous dis merci, n'hésitez pas à vous abonner si le travail réalisé sur cette chaîne vous a apporté quelque chose.